Eh bien, nous allons poursuivre ce colloque du MURS avec une deuxième session dont le titre est « Quelles compétences à promouvoir ?» Comme tout à l'heure, cette session va être lancée par l'intervention d'une étudiante que j'invite à me rejoindre au devant de la scène, Inès Saulnier du CELSA. Inès est en master communication des entreprises et des institutions. Et Inès, vous avez une dizaine de minutes pour nous parler de votre expérience. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment une super idée de la part des organisateurs de ce colloque. Tout d'abord parce que ça crée le lien aussi entre ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en ont un peu moins, et ça nous permet aussi d'avoir une voix en tant que jeunes. Et c'est vraiment super important. Donc merci pour ça. Alors moi, je viens d'un parcours pas du tout scientifique. Pour le coup, j'ai fait une classe préparatoire littéraire. Donc j'étais très loin de toutes ces thématiques scientifiques et de transition écologique. On en parlait très très peu dans mon parcours. Toutefois, à un moment donné, en géographie, on a quand même abordé ces questions de transition, puisqu'on avait un cours avec au programme les changements globaux et l'agriculture. Et ça a été pour moi des leviers qui m'ont permis d'accéder à ces questions de science et de ces questions de transition écologique, et qui m'ont donné envie par la suite de vraiment m'engager et m'intéresser plus à ces questions-là. Et après, ensuite, j'ai rejoint donc le CELSA, qui est la Haute École des sciences d'information et de communication. Ce parcours, il est forcément interdisciplinaire, parce qu'en fait, on étudie à la fois de la sociologie, de l'anthropologie, de la sémiologie. Et en parallèle, on étudie aussi comment communiquer. Et donc moi, je suis dans un parcours qui s'appelle Entreprise et institutions. Donc c'est un parcours très large. On étudie la communication institutionnelle avec des problématiques de crise, de transparence, d'émergence aussi des sujets sur le devant de la scène. On a par exemple étudié tout ce qui était comment est-ce qu'on met à l'agenda politico-médiatique un sujet. Et c'est vrai que cette question de la transition écologique, comment est-ce qu'on en parle dans les médias, comment est-ce qu'on la transmet au grand public et à la société en entier, et comment est-ce qu'elle sort aussi de ces colloques, de ces universités et de cette science qui peut être parfois un petit peu renfermée sur elle-même aussi. Donc voilà, c'est vrai que à l'intérieur du CELSA, on a certains cours. Donc on a eu un cours qui s'appelait communication, médias et écologie l'année dernière, et on a encore un cours en master 1 là sur la transition écologique et sur voilà, et en fait c'est intéressant, ça nous donne plein de pistes, plein de notions, mais c'est vrai que je me rends compte quand même qu'on a parfois une sorte de dissonance qui se met en place entre ces propositions et la totalité des cours qu'on a à côté. Et en fait, c'est pas du tout compatible, c'est pas forcément toujours cohérent. Et c'est vrai qu'il y a une sorte presque de bataille de récits, une bataille d'imaginaire. Tout à l'heure, pendant l'introduction, vous parliez qu'il y avait du mal aussi à peser sur ces questions d'écologie. Comment est-ce qu'on donne du poids à ces sujets-là ? C'est une vraie question pour moi au CELSA, et comment on participe justement à repenser nos imaginaires, à réinventer les récits et à rendre cette transition souhaitable et à aller vers ça, à faire le passage à l'action finalement. Et donc tout ça, ça nous a permis de développer pas mal de compétences, qui est le thème de cette conférence. Et en fait, ces compétences ont été aussi pas mal travaillées pendant la vie associative, parce qu'il y a une vie associative qui est très riche au CELSA, et notamment à laquelle j'ai participé l'année dernière avec la création d'une association pour l'écologie. C'était la première association, donc c'est vous dire comment ces questions de transition sont intégrées au sein des élèves en communication. Et donc en fait, on a eu vraiment beaucoup de difficultés à intéresser nos pairs à ces questions-là. On a tout d'abord fait des simulations de COP, des conférences sur ces questions-là, et en fait, ça intéressait vraiment peu de personnes. Et donc on s'est dit, quelle est l'approche en fait pour amener les personnes qui sont avec nous sur ces questions-là? Et on s'est dit peut-être que en travaillant l'approche, en allant vers plutôt des thématiques
en passant par l'art et la culture. En fait, on s'est pas mal inspiré du mouvement de l'écologie culturelle. Donc, c'est un mouvement qui nous dit qu'il y a des chiffres, certes, il y a toute la connaissance scientifique, mais en fait, comment on en parle vraiment dans la société et qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous fait passer à l'action finalement. Et en fait, c'est la thématique qu'on a choisie et c'est celle qui a le plus intéressé les étudiants, et notamment avec la mise en place d'un festival sur l'écologie où on a fait venir le Greenwashing Comedy Club, par exemple, qui fait rire à propos de ces sujets-là, où on a fait venir aussi un monsieur qui s'appelle Patrick Schneider, qui jouait du piano et qui fait... qui nous parle de la continuité aussi des luttes écologiques pour nous montrer que on n'est pas seul, et c'était pas seulement maintenant, mais aussi il y a toute une historique dans cette lutte. Donc c'était vraiment bien. Et après, en parallèle de ça, on essaye de travailler aussi avec l'administration pour voir. On a fait passer par exemple un questionnaire l'année dernière pour essayer de comprendre ce que les étudiants retenaient des cours en écologie. Et c'est vrai qu'on voit que quand même pendant ces cours-là, il y a plus de la moitié des étudiants qui sont pas en amphi, et donc c'est aussi des questions qu'on se pose. Et on a essayé de mettre en place des fresques du climat, des fresques adaptées aux différents parcours. Et aussi, on a essayé de travailler avec différentes écoles et universités de région parisienne pour faire aussi un lien entre plusieurs écoles. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile en termes d'approche notamment. Enfin, on n'a pas le même public en fait, et donc forcément, c'est comment est-ce qu'on en parle à tout le monde et comment est-ce qu'on adapte ces questions-là précisément. Voilà, mais la communication, je pense que quand même, elle a un grand rôle. On a eu une conférence, notamment cette année, de Thierry Libard, qui nous disait que en fait, ça fait des années qu'on sait, qu'on a les chiffres, que voilà, la science nous dit ce qu'il faut faire, mais pourtant, rien ne se passe. Enfin, il n'y a pas de vrai passage à l'action. Et la communication, je pense qu'elle a quand même un rôle, et du coup, ce serait intéressant peut-être de travailler avec d'autres champs, peut-être des champs plus littéraires, et de leur parler de ces questions-là, enfin, de les former aussi, de former et d'arrêter de segmenter autant les domaines, de casser les murs. Et par exemple, il y a eu une campagne de l'ADEME qui a été lancée dernièrement sur le dévendeur. C'était pendant les Black Friday. Et en fait, pendant les Black Friday, on a une quantité de messages absolument astronomiques qui nous viennent sur comment, pour consommer, pour nous appeler à consommer. Finalement, c'est un petit peu tous les cours qu'on a aussi en école de communication. Et comment est-ce que ce message peut émerger et sans être complètement écrasé par les autres. Donc c'est peut-être une vraie piste de travailler ensemble finalement et de voir comment est-ce qu'on peut faire plus de liens, et notamment comment est-ce que ça peut émerger dans le politique. Je fais écho notamment à votre question, madame, tout à l'heure. Peut-être que la communication, ça pourrait faire le lien entre le scientifique et le politique. Je pense notamment au combat qui a été mené par Camille Etienne dernièrement sur les PFAS, et ça a été un combat qui a été plutôt gagné, notamment grâce à beaucoup de communication, à des pétitions lancées par exemple qui mettent les gens en action. Voilà. Et sinon, je pense que donc l'interdisciplinarité est absolument nécessaire. Donc en fait, en communication aussi, on réfléchit beaucoup avec trois différentes positions. Donc d'abord, il y a faire connaître, en général, on parle de ça. Donc c'est comment est-ce qu'on forme aussi les différents professeurs et comment est-ce qu'on forme les chercheurs qui interviennent pendant nos cours à ces questions-là, et comment on en parle aux étudiants. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et donc ça parle aussi, vraiment, comment est-ce qu'on vulgarise la science, comment est-ce qu'on transmet tous ces savoirs, ce champ scientifique, et comment on donne une vision vraiment transversale avec toutes les clés de lecture, que ce soit écologique, économique, sociologique. Voilà, pardon. Et après, il y a un autre pan, c'est faire aimer. Comment est-ce qu'on embarque avec nous? Comment est-ce que on embarque les collègues chercheurs? Comment est-ce qu'on embarque les autres étudiants à aussi s'engager sur ces thématiques-là? Comment est-ce qu'on fait aimer, dans le sens où comment est-ce qu'on va vers ce monde désirable, et comment est-ce qu'on donne envie aussi de développer des compétences en lien avec ce monde qui pourrait être désirable à aller vers d'autres métiers. Avec le CELSA, cette année, on a mis en place un forum de l'emploi engagé. C'était une grande première. C'était plusieurs conférences sur comment est-ce que les métiers se transforment et comment est-ce qu'on peut adapter aussi nos compétences à ces nouveaux métiers.
et à réorienter peut-être notre stratégie aussi d'enseignement, de formation, d'éducation. Par rapport à ça, les efforts doivent aller les uns vers les autres. Et moi, j'aime beaucoup écouter Valérie Masson-Delmotte. Elle m'inspire beaucoup, cette femme, et je la trouve très pertinente. Et il y a une phrase notamment qu'elle avait dit dans une de ses interviews, c'était « Il faut que la transition soit juste, mais surtout perçue comme juste ». Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce perçu comme juste. C'est comment est-ce que, l'écologie que l'on impose n'est pas perçue comme punitive, mais en fait, elle émane de la collectivité. Comment est-ce que ensemble, on choisit d'orienter nos formations et les cours, en fait, tout simplement, nos recherches sur, qui vont vers un monde plus désirable. Voilà. Et enfin, faire agir. Et donc, cela ira notamment avec les compétences que l'on développera, et on en reparlera aussi dans la troisième, pendant la table ronde. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Inès. Merci. Effectivement, comme vous l'avez dit, il faut réinventer les récits pour que ces messages passent mieux qu'ils ne le font à l'heure actuelle. Eh bien, la première prise de parole de cette deuxième session, c'est Aymeric Fortin qui va la tenir maintenant. Aymeric Fortin, maître de conférence à l'École nationale des ponts et chaussées. Aymeric, vous êtes économiste de l'environnement, vous avez longtemps dirigé le master transport et mobilité durable, et aujourd'hui vous êtes directeur de la transition socio-écologique de l'École nationale des ponts et chaussées. Alors vous allez nous parler de compétences pendant une vingtaine de minutes. À l'issue de votre présentation, on pourra prendre, comme tout à l'heure, des questions de la salle. Les compétences, quelles compétences? Pourquoi les compétences? Comment on peut les acquérir? Et il y a une phrase qui m'avait frappé quand on avait discuté. Vous me disiez que l'idée, c'était non pas de fixer des objectifs à atteindre, mais une façon de faire. Vous allez nous expliquer maintenant comment. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation qui m'honore. J'ai effectivement eu le plaisir de participer sous la direction de Jean et de Luc au GT qui a essayé d'expliquer comment on pouvait introduire ces questions-là dans l'enseignement supérieur. Et la réponse du GT, elle était double. Elle était de dire effectivement, il y a peut-être un déficit de connaissances au sortir du secondaire, mais c'est plutôt un déficit qui va aller en se résorbant, mais en attendant qu'il soit résorbé, il faut mettre en place des choses en premier cycle. Mais au-delà de la question des connaissances, il y a évidemment la question des compétences, c'est-à-dire qu'en fait, comme ça a été déjà évoqué, l'important c'est de pouvoir agir, et pour pouvoir agir, il faut avoir les bonnes compétences. Il faut pouvoir apporter des solutions, mais pour pouvoir apporter des bonnes solutions, il ne faut pas juste savoir dérouler du problem solving, mais plutôt dans un monde complexe, dans un monde incertain, dans un monde qui doit articuler différentes échelles géographiques et temporelles, il faut plutôt être en capacité de faire du problem setting, c'est-à-dire de bien poser le problème dans sa multidimensionnalité, et c'est à ça que servent les compétences. Alors, la démarche compétence, en fait, elle s'appuie sur le constat que si on veut faire du donut, c'est-à-dire effectivement essayer de définir des actions pour satisfaire un certain nombre d'enjeux sociétaux dans le respect des limites planétaires, en fait, il faut connaître beaucoup de choses. Là, je prends la liste, par exemple, des différents thèmes qui sont présents dans un test qui s'appelle le Sustainability Literacy Test, ou TASC aujourd'hui, qui donne lieu à une certification. Et on voit effectivement que si on veut rentrer par les enjeux, il faut avoir une appréciation des enjeux des différentes limites planétaires qui sont 9, des enjeux sociétaux en termes d'égalité à la fois nord-sud, égalité des genres, etc. Et puis d'un certain nombre d'actions et donc d'éléments de gouvernance, d'actions qu'on peut mettre en œuvre ou la façon dont on doit s'organiser pour les mettre en œuvre. Et donc la liste, elle fait peur, c'est extrêmement lourd. Et donc si on rentre par cette logique-là et qu'on se dit il faut qu'on comprenne tout ça et puis qu'on se définisse à l'aune de tout ça, des objectifs, ça nous envoie à un monde où il faut être extrêmement expert pour piloter tout ça. Et en fait, c'est quasiment impossible. Et c'est quasiment impossible, surtout que pour la plupart d'entre nous, en fait, on est,
connaisseur de une, deux dimensions dans ces tableaux-là. Et donc, si on veut que dans l'enseignement supérieur, on puisse participer à ces dynamiques-là, eh bien, on se sent naturellement tous illégitimes. Et donc, comme on est tous illégitimes, eh ben, on n'y va pas. Et en fait, on n'est pas du tout illégitime. On est très légitime parce qu'on est très légitime, non pas pour appréhender tout ça, mais pour développer les connaissances qui s'appuient beaucoup sur ce que sont en fait les méthodologies de la recherche dans la façon de poser les problèmes. Et donc, en fait, ce qu'on va apporter dans la formation à la transition, c'est justement toute cette méthodologie de problem setting. Et vous allez voir que les compétences en fait qui existent, enfin qui sont reconnues comme participants de la formation à la transition, sont des compétences en fait qui sont assez présentes. Donc on est dans cette approche normative où finalement, ce qu'on va évaluer, c'est pas l'atteinte des objectifs, mais c'est plutôt les moyens qu'on se donne pour avancer dans le bon sens, ce qui est vraiment la logique des certifications ISO. ISO 14001, ça ne dit pas que vous êtes très bon sur vos émissions de gaz à effet de serre, ça dit juste que vous êtes dans une dynamique de réduction permanente de vos gaz à effet de serre, que vous êtes organisé pour les mesurer et pour les réduire, et même chose sur l'ensemble de vos impacts environnementaux. Là, c'est la même chose sur le développement durable, c'est la norme ISO 26000, et la norme ISO 26000, elle ne dit pas il faut vous fixer des objectifs dans tout ça, elle dit il faut vous organiser pour appréhender tout ça. Alors donc, je vous disais, il y a plusieurs référentiels de compétences qui existent. Il y a plusieurs référentiels français. Il y en a un qui a été fait en 2016, auquel j'ai participé avec Didier Mulnet pour la conférence des grandes écoles et des présidents d'université. Il y a un référentiel de l'UNESCO sur la formation aux ODD. Il y a le manuel de la grande transition dont Cécile Renoir nous a parlé tout à l'heure. J'ai perdu le son. Non, d'accord. Et il y a le Green Comp, donc qui est le référentiel européen. Alors on pourrait se dire, oh là là, bah, du coup, lequel on choisit? En fait, il n'y a pas besoin de choisir parce qu'ils disent tous à peu près la même chose. C'est l'avantage. Alors je sais bien qu'en sciences du climat, enfin toutes ces sciences d'ailleurs, la convergence n'a pas valeur de preuve. Mais en l'occurrence, ici, le fait que des équipes, chacune dans leur coin, convergent pour dire qu'a priori c'est des compétences qui sont utiles pour être acteur des transitions est plutôt rassurant. Et donc je vais vous présenter ces référentiels. Donc je vais partir du premier, celui auquel j'ai contribué, et puis je vais vous montrer comment se positionnent les autres par rapport à ça. Alors le premier, il dit globalement, pour être acteur des transitions, il faut avoir 5 façons de faire. La première façon de faire, c'est d'avoir une approche systémique. Donc l'approche systémique, c'est quoi? C'est 2 choses. En fait, dans la systémique, c'est d'abord, dans la logique qu'on a eue jusqu'à présent pour résoudre un problème, de le séparer en sous-problèmes, de se dire qu'il ne suffit pas d'avoir résolu l'ensemble des sous-problèmes pour avoir résolu le problème. Parce que quand on passe à l'échelle du système, il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas à l'échelle des sous-systèmes. Donc, la première chose, quand on fait je prends un exemple qui va peut-être vous parler ou peut-être pas. Quand vous avez chaque service dans l'industrie automobile qui optimise sa pièce, il va avoir un super phare, il va avoir un super injecteur, etc. Et ça sort une voiture à 25 000 €. 35 000 € plutôt aujourd'hui, sachant que évidemment partout les coûts ont été optimisés pièce par pièce. Et puis quand vous avez quelqu'un qui dit bah non, moi je vais faire une voiture low cost, donc je prends le système voiture et puis j'optimise tout, et j'optimise pas forcément le phare, l'injecteur, etc. J'optimise le système. La voiture elle sort moitié moins chère. Donc quand on réfléchit à l'échelle du système, ça n'aboutit pas aux mêmes solutions que quand on réfléchit à l'échelle des sous-systèmes. Voilà. Donc la systémique c'est ça, mais surtout la systémique, c'est la reconnaissance du fait qu'aucun problème n'est monodimensionnel. Ça a été évoqué, pluridisciplinarité, transdisciplinarité. En fait, il n'y a aucun problème qui ne soit que technique, ou que financier, ou que juridique, ou que territorial. En fait, chaque problème est multidimensionnel et il faut être en capacité, non pas d'appréhender soi-même chacune de ces dimensions, c'est parfaitement impossible, mais du coup de co-construire avec chacun des détenteurs des éléments d'analyse, des disciplines ou des thèmes qui sont associés pour articuler les dimensions entre elles plutôt que d'optimiser une seule de ces dimensions. La deuxième dimension, c'est la prospective. Ça a été évoqué par Cécile Renoir. La prospective, c'est 2 choses. C'est être en capacité de s'interroger sur les impacts à différentes échelles de temps de ses actions. Donc, c'est d'articuler les conséquences de court terme, les conséquences de moyen terme, les conséquences de long terme. Ça, c'est la première chose sur la prospective. La deuxième chose, c'est de partir du principe que l'avenir est par nature incertain.
Je prends un exemple très simple, je vais essayer de ne pas passer trop de temps, mais je prends un exemple très simple. Vous êtes Nespresso et vous dites, tiens, je voudrais développer un deuxième produit, et vous dites, bah, je vais faire une glace au café. Vous faites votre business model, on vous dit, bah, super, faites plutôt un produit qualitatif, haut de gamme, avec un beau packaging, et puis voilà. Et puis vous sortez votre glace, et malheureusement pour vous, l'été n'est pas terrible, et donc il ne se vend pas beaucoup de glace, et donc vous perdez beaucoup d'argent. Et donc, au mois d'octobre, vous arrivez au CA de Nespresso et vous faites taper sur les doigts en disant « Tu nous as fait perdre beaucoup d'argent » et vous dites bah, « J'ai pas eu de chance. L'été n'a pas été terrible. » C'est pas vrai que vous n'avez pas eu de chance. Enfin, si, c'est vrai que vous n'avez pas eu de chance, mais surtout, vous êtes trompé dans la façon dont vous avez posé le problème. Parce que la question, ce n'est pas de savoir combien vous allez vendre de glace sur un été moyen. La question, c'est est-ce que votre stratégie, elle passe pour un été moyen, pour un été très beau et pour un été pas terrible. Et vous voyez qu'il y a des scénarios où votre solution, elle ne passe pas. Elle n'est pas résiliente, elle n'est pas robuste. Et donc, la compétence prospective, c'est dire, je vais chercher, à côté de mon critère d'efficacité, un critère de résilience, de robustesse de ma stratégie, qui en l'occurrence ici, va être, comme souvent pour créer de la résilience, de la mixité, c'est-à-dire je vais développer non pas un produit, mais 2 produits, une glace au café, un moelleux au café. S'il fait très beau, je vendrai que des glaces. S'il ne fait pas beau, je vendrai plein de moelleux. Dans tous les cas, je gagne de l'argent. Effectivement, si l'été qui se produit, c'est l'été moyen, je gagnerai moins d'argent que si j'avais fait que des glaces. Je serai moins efficace, mais je serai plus résilient. La troisième compétence, c'est la co-construction. Donc ça a été évoqué aussi, c'est-à-dire le fait de dire il ne faut pas penser le problème tout seul dans sa chambre ou dans son bureau. Il faut aller voir les gens, il faut co-construire les diagnostics, de quoi vous avez besoin. Et ensuite, il faut se mettre dans des équipes pluridisciplinaires, transdisciplinaires, interdisciplinaires, pour pouvoir articuler les différentes dimensions du problème entier et pouvoir voilà, construire une solution qui soit cohérente et non pas qui soit optimisée, mais dans une seule de ces dimensions. La quatrième compétence, c'est la capacité à mettre en œuvre. Et là aussi, ça a été évoqué, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, encore faut-il pouvoir le déployer. Donc, pouvoir le déployer, ça veut dire essentiellement 2 choses. Travailler l'incrémentalité de la mise en œuvre. D'où je pars, où est-ce que je veux arriver, c'est quoi les différentes étapes. La deuxième chose, c'est quels sont les indicateurs que je me donne. Et on a souvent un énorme problème d'alignement d'indicateurs avec les moyens. Le PIB est un très mauvais indicateur de bien-être, on le sait, ça a été montré, démontré. Donc je suis d'accord avec Dominique Méda sur le rôle des économistes. J'ai beau être économiste, je prends ma part de responsabilité. Et la troisième chose, ça a été évoqué aussi à l'instant, c'est les récits, la création de récits pour bien montrer qu'en fait, dans ce qu'on envisage comme forme de transition, c'est pas que du renoncement ou des réponses à des contraintes, c'est aussi plein de choses qu'on aurait envie de faire indépendamment de tout ça. C'est en fait un monde qui peut être vachement plus sympa. Et donc, comment on le met en récit ? Et évidemment, la compétence clé de voûte autour de tout ça, c'est de définir le système de référence éthique et morale dans lequel on se positionne. Autour de ces 5 compétences, on avait évoqué 5 dimensions qui étaient celles qui peuvent paraître standards, c'est-à-dire avoir une compréhension des enjeux par le savoir et la connaissance, identifier les ressources dont on va avoir besoin pour pouvoir appréhender le problème, proposer des solutions, les mettre en œuvre, les améliorer. L'erreur serait de se dire que ça, c'est toujours le numéro 1 et ça, c'est toujours le numéro 5. Parce que dans la vraie vie, en fait, souvent, là où on se positionne, c'est qu'on part du 4. Dans la vraie vie, on nous pose des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et pour pouvoir dire ce qu'il faut faire, il faut remonter. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, effectivement, on déplore que nos élèves, en arrivant à l'université, n'aient pas des bonnes connaissances sur la transition. Mais quand on regarde ce qu'ils ont fait dans le secondaire et dans le primaire, ils ont vu beaucoup de choses. Donc si ça n'a pas capillarisé, si ça c'est pas resté dans leur cerveau, c'est peut-être que la connaissance sans l'action ne fait pas beaucoup sens. Et donc en fait, il faut aller tirer la connaissance d'un besoin d'action. Alors évidemment, elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire que je ne vais pas agir si je n'ai pas compris le problème. Donc il ne s'agit pas du tout d'invalider les connaissances. Mais il s'agit de dire que peut-être dans le cadre d'une formation, il ne faut pas partir des connaissances, il faut peut-être partir d'une problématique très concrète et puis remonter pour essayer de comprendre les enjeux. Donc, si je prends maintenant le référentiel de l'UNESCO, et ben voilà les compétences qu'il met en œuvre, dont il a dit que c'est celles qu'il faut développer
pour pouvoir être acteur des objectifs de développement durable, on voit que c'est extrêmement cohérent. C'est-à-dire qu'on a des choses qui relèvent de la systémique, de l'anticipation, de la collaboration, de la mise en œuvre et de la réflexion éthique. Et si je prends le référentiel européen, c'est pareil en fait. Il dit globalement, c'est une question de complexité, c'est une question de prospective, c'est une question d'action, et c'est une question à la fois d'éthique et de mise en récit. Donc on voit qu'en fait, peu importe le référentiel que vous choisissez, il va toujours vous dire à peu près la même chose. Il va vous dire, en fait, voilà, il faut développer ces compétences-là. Chacune de ces compétences, c'est-à-dire que ça ne va pas de dire j'en fais une ou deux, c'est mieux que rien. C'est peut-être mieux que rien, mais ce n'est pas certain. Parce que si elles ne sont pas articulées aux autres, ça peut être contre-productif. Donc c'est vraiment souvent des plus petits dénominateurs communs de blocs de compétences à développer de manière relativement homogène. Parce que sinon, on a des risques que ça soit, par exemple, le plan employé à bon escient. On peut dérouler tout ça et puis finalement le faire pour de mauvaises raisons. Et donc, on voit que du coup, je ne sais pas combien de temps il me reste, j'ai oublié de regarder, mais je dois être pas très loin de la fin. On voit que du coup, il me reste 5 minutes. Du coup, pour mettre ça en œuvre, on voit que ce n'est pas forcément la linéarité de l'apprentissage, puis le projet, puis la mise en action dans le cadre de stages ou d'activités associatives. Ça peut être beaucoup plus mixé que ça. On peut partir de ce qu'on fait dans la vie associative et essayer d'équiper pour se dire, mais est-ce que la façon dont j'appréhende les enjeux de mon association, c'est la bonne façon? On peut partir de problématiques concrètes. Et en fait, ce que nous, on conseille, c'est beaucoup de mettre en place des projets pluridisciplinaires au sein des formations. Alors, c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est très coûteux en temps. Mais ça permet plusieurs choses. Ça permet d'abord de se dédouaner de ce qu'on estime sa non-légitimité. Parce qu'en fait, personne n'est légitime tout seul. C'est un ensemble de personnes qui va créer la légitimité. D'autre part, vous voyez qu'en fait, comme tout ça, ça relève quand même plutôt de questions de problématisation et de bien poser le problème, là, les compétences des enseignants-chercheurs, elles sont tout à fait adaptées. C'est ce que fait un enseignant-chercheur. Il est tout à fait en capacité d'appréhender un sujet nouveau, autour de ce qu'il lit sur ce sujet nouveau, de problématiser le sujet, d'aller chercher les connaissances dont il a besoin, et ensuite construire, avec les outils qui sont les siens, et s'il est dans une logique pluridisciplinaire en interface avec d'autres disciplines, de co-construire du coup des réponses pour aller vers ces projets-là. Moi, par exemple, ce qu'on fait avec les élèves des ponts, c'est que moi, je les fais travailler sur des questions d'électrification des mobilités, et je leur dis, dessinez-moi le réseau d'électricité dont on a besoin sur les autoroutes. Donc, c'est des ingénieurs à l'École des Ponts, donc ils vont faire des calculs. Ils répondent à la question. Sauf qu'en fait, la question que je leur pose, elle est mauvaise. C'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est comment je me déplace d'un point A à un point B avec une énergie décarbonée. Mon point A et mon point B, au quotidien, ils ne sont pas très éloignés. Donc, je n'ai pas besoin de quelque chose de très lourd et je n'ai pas besoin de grosses batteries. De temps en temps, mon point A et mon point B sont très éloignés. Je pars en vacances, je pars en week-end, etc. Donc déjà, c'est 1% de mes déplacements. Donc, est-ce que j'ai besoin d'une solution qui soit adaptée à 99% et à 1%, ou est-ce que j'ai besoin de deux solutions, une pour 99% de mes déplacements et une pour 1% de mes déplacements? Et puis, si j'ai la même solution, si ce que je veux, c'est pas avoir une batterie de 80 kWh, dont 40 qui me servent jamais, est-ce que les 40 qui me manquent, je peux pas les trouver autrement? Est-ce que je peux pas les mettre à l'extérieur de la batterie? Est-ce que je peux pas avoir d'autres réflexions sur la façon dont je pourrais charger ma voiture pour faire de longue distance, ou peut-être mettre ma voiture sur un train pour faire de la longue distance? En fait, voilà, l'idée, c'est de se dire, si je pars d'une problématique concrète et que je remonte à c'est quoi mon problème? Mon problème, c'est de me déplacer avec la moins de matière possible et avec le moins d'énergie possible. Une fois que j'ai compris effectivement les enjeux carbone, les enjeux matière. Et donc ça me permet effectivement d'aller vers ces apprentissages-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Émeric. Peut-être, si quelqu'un a une question avant de passer à la présentation suivante, ou alors peut-être que toutes les questions seront rassemblées
à l'issue de la présentation en question. Par ailleurs, la troisième session, ça sera une table ronde et il y aura une vingtaine de minutes de questions qui seront prévues à l'issue. Peut-être là, oui. Vous voulez... Donc ma question c'est, ok, le transport, on voit bien l'objet dans lequel on se déplace, mais ça oublie un peu l'infrastructure. Et je voulais savoir le côté un peu plus systémique, du coup, pour moi c'est l'infrastructure, les routes, les pistes cyclables, ce que vous voulez. Et là, comment on l'intègre là-dedans? Non mais ok. C'est bon. Oui, en fait, justement, c'est-à-dire que là, enfin, bon, je pense que en l'occurrence, dans mon exemple, la question c'est celle de l'infrastructure de charge. Quelle infrastructure de charge je déploie? C'est ça la question que je leur pose. Et en fait, s'ils partent que de l'infrastructure, ils se trompent. En fait, il faut qu'ils remontent justement au service. Le service, c'est se déplacer. Ben oui, non, mais c'est ça. Ah bah non, mais bien sûr, non, mais enfin, justement, moi, la question que je leur pose, c'est quelle infrastructure de charge pour la longue distance. Donc pour la longue distance, le vélo, c'est pas ça dont on parle. Là, justement, oui, mais justement, ce dont je parle, moi, ce sur quoi je leur pose la question, c'est faites-moi le dimensionnement des bornes sur l'autoroute. Donc c'est bien pour la longue distance. Et justement, en leur disant, attention, au quotidien, ce que vous faites, c'est des courtes distances, donc vous n'avez pas forcément besoin d'un objet de 2 tonnes. On est bien d'accord. Mais c'est pas là, en l'occurrence, je leur dis justement la mobilité, c'est pas quelque chose d'homogène, et ce dont je parle, moi, c'est là, en l'occurrence, de la mobilité de longue distance uniquement. L'infrastructure, ben non, pas forcément, parce que la réponse, ça peut être, il faut construire des rails pour mettre les voitures sur des trains pour faire de la longue distance, c'est le moyen le plus efficace. Donc non, non, elle n'existe pas forcément. Eh bien, merci. Bah, écoutez, on va passer directement alors à la suite de cette session. Voilà, j'invite Solène Turchetti à venir prendre place. Merci, Émeric. Je vous rejoins, Solène. Alors, Solène Turchetti, vous êtes professeure à Sorbonne Université, et plus précisément au LATMOS. Le LATMOS, c'est le laboratoire atmosphère, observation spatiale. Et le LATMOS fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace, l'IPSL. Dans le cadre de l'IPSL, vous coordonnez les activités de formation. Et c'est la question qui va être plus spécifiquement traitée maintenant. Alors, l'IPSL, quand on est journaliste à Sciences et Avenir, c'est un institut avec lequel on traite régulièrement. Le cœur des compétences de l'IPSL, ce sont les sciences du climat. Comment est-ce qu'on fait pour que ces connaissances, elles ne demeurent pas circonscrites à ce seul institut, et comment on fait pour essaimer à l'extérieur? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Ouais, c'est bon, ça marche? Ouais. Donc déjà, je veux remercier l'organisation de m'avoir invité à parler. Là, je vais vraiment parler du point de vue sciences du climat. Et donc, dans le titre que j'avais proposé, il y avait accompagner et accélérer la transition en formant aux sciences du climat. Là, en effet, on a des enjeux de formation dans nos thématiques et de formation plus largement pour qu'on ne reste pas uniquement dans nos thématiques. Donc nous, à l'IPSL, on est fortement impliqués dans la formation aux sciences du climat, la formation diplômante pour former des spécialistes. Donc c'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne va pas devoir complètement mettre de côté et on va devoir vraiment aussi continuer de renforcer ça. Et pour moi, il y a aussi un enjeu pour la transition à renforcer et adapter ce qu'on propose en formation en sciences du climat. Et notamment, ça a déjà été évoqué un petit peu pour toutes les questions de géo-ingénierie. Il y a aussi la question d'utilisation d'intelligence artificielle
Donc nous, on développe et on fournit un très grand nombre de données d'observation, de données climatiques. Comment l'intelligence artificielle, elle peut être convoquée? Donc, parce que c'est vrai que c'est une tarte donc à la crème. Ce sont des grands jeux de données qui maintenant sont exploités dans le privé, hein, en fait, très fortement, qui ont les moyens pour traiter ces grands jeux de données. Donc on a, nous aussi, une responsabilité, je pense, à accompagner cette utilisation des grands jeux de données en formant à leur utilisation et en formant nos étudiants pour qu'ils puissent être acteurs de l'utilisation et accompagner un petit peu cette utilisation des grands jeux de données par ces grandes entreprises de la tech. On avait parlé de Google, hein, je crois qu'il y avait un dispositif de prévision de la météo. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font en prévision météo, il y a beaucoup de choses qui se font aussi en prévision du climat. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles nos étudiants ont besoin d'être formés, donc on doit aussi accompagner, nous, quelque part la démocratisation via l'IA de l'utilisation de nos jeux de données. Par différents acteurs de la société et que nos étudiants puissent être pertinents pour trouver leur place et s'intégrer dans ces nouveaux métiers. Donc il y a, je pense, pour ça, dans nos formations scientifiques, qui doivent vraiment quand même apporter un socle de connaissances et continuer de former des scientifiques, aussi former des personnes qui vont être capables d'aller trouver leur place dans le champ privé et puis de pouvoir permettre que toutes ces activités se fassent de manière pertinente, puisqu'elles vont pouvoir aussi avoir un impact, je pense, important dans la société et une façon aussi peut-être de pouvoir porter différemment nos sciences. En fait. C'est-à-dire que les étudiants, il faut aussi leur apprendre à devenir non pas des interprètes, mais des passeurs aussi de ce qu'ils connaissent. Voilà, donc ça c'est une façon vraiment avec la partie très technique, en fait. Donc, d'une autre manière, je pense aussi, donc il y a nos scientifiques plus appliqués, et puis après, tous les jeunes là qu'on a entendu parler très brillamment tout à l'heure, qui ont envie, qui sont scientifiques et qui ont choisi des formations en lien avec le climat, parfois pluridisciplinaires, pour devenir acteurs de la transition. Et donc là aussi, il y a des formations à renforcer et à créer pour qu'ils puissent faire le transfert dont on parlait tout à l'heure et de faire le transfert vers la société. Donc pour ça, il y a un certain nombre d'équipes de scientifiques qui travaillent déjà à l'interface pour construire des indicateurs avec un certain nombre d'acteurs de la société civile. Et donc ça, c'est des choses qui pourraient être développées beaucoup plus largement en formant nos étudiants et en formant peut-être aussi des jeunes actifs à l'utilisation et au développement d'indicateurs ou de services climatiques. C'est-à-dire que les acteurs locaux, ils peuvent se poser des questions très pragmatiques. Par exemple, on est à Perpignan, quel risque d'incendie cet été, quel risque de canicule. Oui. Et donc, il s'agit pour vous de développer des outils d'ordre technique, quoi. Mais est-ce qu'on parle de boîtes noires qu'on va alimenter de data pour avoir un pronostic? Donc, ce qu'on veut, c'est justement que ce ne soit pas des boîtes noires alimentées de données et qu'il y ait de nouveaux métiers qui se créent avec un vrai socle de connaissances pertinent et que les méthodes qui sont développées dans la recherche puissent être transférées via ces personnes formées vers les acteurs. Donc dans ce cas-là, ça va être déjà le territoire va peut-être poser la question de la probabilité de ce genre d'événement. Quelle est la probabilité en ce moment, maintenant,
dans 10 ans, dans 30 ans? Comment est-ce qu'on doit faire évoluer l'occupation du territoire? Quel type d'essence pour reboiser après un incendie, etc. Donc, ça peut être utiliser des sorties de modèles de climat, pouvoir utiliser des méthodes statistiques très pointues pour aller ensuite discuter avec les personnes qui vont devoir prendre ces décisions avec des éléments qui sont adaptés à leurs besoins. Donc, ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est que le besoin, la communauté scientifique l'a peut-être pas identifié. Donc, il faut aussi que ces futurs acteurs-là puissent être formés à aller discuter avec les acteurs sur le terrain et ne pas arriver avec ma statistique, ma figure, elle dit que cet événement a 50 fois plus de chances de se produire dans 20 ans, il faut absolument faire quelque chose, etc. Ça, je pense que ça marche assez mal. Et donc, il faut vraiment aller rencontrer les gens, partir de l'écoute et développer ensemble des méthodes de dialogue qui vont permettre après d'avancer sur des services qui sont pertinents. Et pour pouvoir faire ça, je pense qu'il faut former nos étudiants à la fois sur une partie technique et aussi sur des sciences humaines et sociales, de l'économie, avoir quelques notions. Donc, bien sûr, on ne peut pas du tout être expert de tout, mais je pense que d'avoir dans les formations quelques pistes pour pouvoir faire une cartographie d'un système avec des acteurs, pour pouvoir aller mener une discussion en étant dans l'écoute, etc. Il y a des techniques qui... Oui, les sciences humaines et sociales, ça peut permettre, par exemple, d'identifier des verrous qui empêchent une mise en application de solutions qui sont pourtant identifiées. Oui, ça peut permettre aussi de temps en temps, il n'y a pas de solution identifiée, ou c'est peut-être des questions que la communauté scientifique ne s'est pas posée en ces termes. Donc ça peut aussi guider derrière de la recherche. Donc là, on est reparti côté recherche, mais je pense que d'avoir vraiment des étudiants formés spécifiquement dans ce rôle-là, ça pourrait permettre d'accélérer aussi le transfert des connaissances et d'avoir, pour accompagner les futures agences ou les agences qui démarrent pour la transition, ça permettrait d'avoir une communauté de professionnels qui soit pertinent et qui puisse s'investir dans ces rôles-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'échelle aussi entre les modèles scientifiques qui peuvent être un peu globaux et le questionnement des acteurs locaux qui sont circonscrits à un territoire, un village Oui, donc là-dessus, il y a déjà des techniques qui sont utilisées en recherche pour changer, pour passer d'échelle, pour aller vers des plus petites échelles. Donc c'est tout un champ de recherche et c'est des choses qui sont faites de manière assez classique en fait. Enfin, je sais pas ma compétence, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de techniques qui sont utilisées et qui peuvent, qui font pas partie des choses qui sont, qui restent encore dans la main d'experts pour l'instant. Donc, si ça pouvait être enseigné de manière un petit peu plus formelle, je pense que ça pourrait aussi être important. Et puis, il faut aussi se mettre en tête qu'il n'y a pas de solution miracle. Vous me disiez, par exemple, que une solution qui peut être choisie pour certaines raisons, comme par exemple installer des arbres à Paris, ça peut avoir des incidences négatives inattendues. Oui. Donc, c'est vrai qu'on avait parlé de cet exemple. Donc, sur cet exemple, c'était sur les notions de qualité de l'air, en fait, où quand donc le fait d'avoir aussi des étudiants qui sont pertinents scientifiquement, qui ont et qui s'engagent dans ces carrières, ça permet aussi de pouvoir discuter avec la communauté scientifique dans le détail sur des processus qui sont parfois
très complexes qui vont engager de la chimie atmosphérique, des problématiques de santé dans le cas de l'adaptation des villes. Et puis de météorologie urbaine, d'hydrologie, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont très très fortement pluridisciplinaires. Donc, ça veut dire que ces formations-là pour des futurs acteurs devraient aussi être pluridisciplinaires. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir des experts de tous les volets, mais d'avoir des personnes qui vont pouvoir aller discuter et qui vont avoir une introduction et savoir trouver les bons interlocuteurs, en fait. Donc les formations pluridisciplinaires, elles sont déjà faites Oui. au sein de l'IPASL, par exemple. Vous avez des exemples? Donc il y a déjà, on a eu des étudiants là qui ont témoigné, qui sont dans des formations qui sont très fortement pluridisciplinaires et dont l'objectif est vraiment là, dans le cas de sciences et politiques de l'environnement, de former ces futurs acteurs et qui vont être à l'interface entre la décision politique et la communauté scientifique. Donc pour nous c'est très très important. Il y a une formation aussi qui s'appelle Climat et médias, donc qui est destinée aux journalistes, qui est avec l'école de journalisme de Lille, le SJ Lille, et il y a aussi une formation, par exemple, qui s'appelle Arctic Studies, et qui s'intéresse là, du coup, à la région arctique avec une approche pluridisciplinaire qui va allier des sciences naturelles avec les SHS. Voilà, donc je pense que ces formations, elles sont vraiment importantes pour accélérer la transition. Ça permet quand même que les étudiants qui sont formés dans ces puissent faire le lien, être pertinent aussi quand une solution va être discutée au niveau d'un territoire ou au niveau d'une entreprise, et avoir vraiment des réponses très très claires basées sur la science, une bonne connaissance aussi de la méthode scientifique et de la démarche scientifique, et permettre de trouver un langage commun avec des acteurs plus précis. Cette pluridisciplinarité, ça doit leur permettre aussi à ces étudiants d'être étanches, si je puis dire, à certaines injonctions venues de l'extérieur. On a un été pourri, il pleut tous les jours. Ah, vous voyez que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Oui, tout à fait. Bon, eux, ils vont pouvoir répondre avec des éléments très concrets sur tout toutes les idées répandues par les climato-sceptiques ou alors les climato-rassuristes, ou je ne sais pas comment on devrait les appeler. Donc, et aussi vraiment comprendre, on l'espère, ce qui peut animer les personnes qui vont répandre ces idées. Donc voilà, de pouvoir se mettre sur différents points de vue. Il y avait un terme qui me semblait important, c'était celui d'éco-bénéfice. Ouais, alors c'est intéressant parce que quand on a discuté, j'avais parlé de co-bénéfice. Et donc ça s'est traduit en éco-bénéfice. Ah, c'est moi qui ai j'ai mal vraiment entendu. bien aimé ce petit lapsus. En fait, sur cette notion, il s'agit vraiment d'insister sur des bénéfices à différents niveaux. Donc nous, on en parle beaucoup, par exemple, pour la qualité de l'air et le climat. Et donc de plutôt utiliser ces biais-là pour accélérer la transition, et donc de pouvoir les identifier quand on va cartographier des systèmes, et de pouvoir embarquer des personnes qui vont venir d'horizons différents en insistant sur l'un ou l'autre, et de dire bon, ça c'est bien pour telle raison, et puis en plus ça va aider telle problématique. Donc voilà. En particulier, on peut faire du bien à la qualité de l'air et en même temps à la facture d'électricité? Exactement. Donc ça, c'est bon pour la qualité de l'air, la facture d'électricité, le climat, etc. Et donc ça permet aussi d'avoir des choses. On parlait de temps long. Le climat, c'est vraiment du temps très très long, qui est parfois difficile à appréhender. Donc il y a évidemment des événements extrêmes, mais bon, il y a un choc et puis après on accepte. On est ultra adaptable comme espèce, je pense.
Par contre, le temps plus court, ça peut permettre d'avoir une action plus efficace. Voilà, ça peut aussi, comme Inès le mentionnait, passer par l'art, voilà, plein d'autres narratif. Elle a parlé de cette nécessité d'un narratif. Oui, exactement. Alors là, on a parlé de la formation des étudiants, mais la problématique, c'est une formation sur le temps long, quoi. Hein. Oui. Enfin, c'est l'entièreté de la société qu'il faut former. Oui. Donc là, on a, je pense, dans la communauté scientifique, on essaye tous de s'impliquer dans la médiation et la communication avec différents formats. Donc la question, c'est toujours, comme le mentionnait tout à l'heure Inès, c'est de pouvoir toucher des publics nouveaux et des publics qui ne seront pas forcément là. Quand on va organiser une réunion publique, voilà, on va souvent avoir toujours les mêmes personnes à se déplacer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces actions de médiation scientifique et de communication. Elles sont vraiment très, très, très importantes. Et ça veut dire aussi que ces citoyens qui seront formés, même s'ils sont déjà convaincus, ils vont pouvoir avoir des clés pour aller ensuite en parler à des personnes qui ne se sont pas déplacées aux réunions publiques. Donc la communauté scientifique est assez présente, je pense, sur cet aspect-là. Et puis, il y a d'autres initiatives qui sont importantes. C'est, par exemple, s'impliquer dans le développement des ressources pédagogiques. Donc, c'est des ressources pédagogiques qui sont construites. Donc, il y a des scientifiques à l'IPSL qui sont impliqués, par exemple, dans l'Office for Climate Education, qui créent des outils pédagogiques qui sont vérifiés par la communauté scientifique pour les scolaires, secondaires et primaires. Et puis, il y a aussi des formations plus professionnelles. Donc, au CNRS, il y a eu, par exemple, depuis l'année dernière et en ce moment encore, des formations qui sont organisées pour les ministères, donc pour la fonction publique, en fait. Donc, l'objectif, c'est de former les agents des ministères aux questions de la transition. Comment ça se passe, ça, alors ? Alors, ça se passe en plusieurs temps. Donc, nous, communauté scientifique, on est plutôt impliqués sur le premier temps de ces formations où il y a des conférences à deux voix qui sont organisées. Donc là, on parle vraiment de très, très grands volumes de personnel à former. Donc, ce sont des conférences avec un scientifique, sciences naturelles et plutôt SHS, qui vont faire une présentation introductive et ensuite, il y a beaucoup de place à la discussion, justement pour que les gens puissent exprimer de leur point de vue, leurs questionnements. Quel type de retour, justement, vous avez de la part de ces gens qui sont déjà insérés dans la vie professionnelle et qui sont sur des thématiques éloignées de celles dont vous parlez ? Donc, les types de retours, alors je n'ai pas préparé ça, je ne pourrais pas être très, très pertinente. En discutant avec les collègues qui étaient impliqués, c'était beaucoup d'intérêt donc là, ce sont des formations qui sont obligatoires. Hein, donc c'est un public qui doit, qui n'a pas le choix, qui est captif. Mais donc il y a beaucoup d'intérêt et les questions sont très intéressantes aussi pour les collègues qui ont été impliqués et qui ont fait ces formations, dont certains sont présents dans la salle et donc qui pourront apporter des compléments. Et qu'il y a beaucoup de questions sur oui, mais alors moi, comment est-ce que je peux je sais tout ça, il y a un certain nombre de choses que je m'informe, hein, comme tout le monde, mais comment est-ce que moi, dans mon métier, je peux prendre ça en compte? Donc c'est aussi les formations n'ont pas forcément vocation à répondre à cette question. C'est quelque chose qui doit ensuite être développé sur un temps. Donc, je pense que l'enjeu, ça va être, au-delà de ces formations ponctuelles, de rester présent, en fait, et de pouvoir accompagner les personnes qui solliciteraient la communauté scientifique pour apporter des éléments plus concrets d'action adaptés dans les différents secteurs. Merci. On va prendre 5 minutes de questions. Peut-être qu'on peut avoir un témoignage d'une personne qui a suivi ces formations, puisque vous disiez, Solène, que
certaines étaient dans la salle, mais en tout cas, si j'ai bien compris, si je suis une entreprise, si je suis un syndicat, voire même un parti politique, je peux aller solliciter l'IPSL et demander à être formé, quoi. Alors, oui. C'est pas si facile que ça. Alors, donc, il y a des sollicitations qui remontent régulièrement à l'IPSL. Donc, il y a à l'IPSL un centre climat-société qui est en cours de montage. Donc, il va y avoir dans quelques mois le lancement de ce centre climat-société qui va être dirigé par Valérie Masson-Delmotte. Donc, merci beaucoup pour la question qui me donne l'occasion d'en parler. Donc, c'est un centre qui est vraiment monté pour justement faciliter ce transfert. Et on souhaite aussi que ça facilite la réponse qu'on peut apporter quand il y a des sollicitations pour des formations ponctuellement. Donc, ça a déjà été fait à la demande d'entreprise et c'est quelque chose qui doit être organisé un peu. Un commentaire, Jean Jouzel, peut-être, sur cette initiative ? Sur cette initiative des formations Je pense que Oui, alors sur l'initiative de formation climat et société, je pense que c'est extrêmement pertinent. Hein. Moi, j'ai toujours pensé, donc je suis dans ce domaine depuis assez longtemps, j'ai toujours pensé que nous devions être collectivement ouverts vers la société, ce que tous mes collègues n'ont pas partagé au début, mais je ne pense pas que les scientifiques doivent rester dans leur bulle. Donc je suis convaincu qu'il faut, et sur l'interdisciplinarité. Non, peut-être les témoignages, moi sur la Luc, disons sur la formation des fonctionnaires, moi un simple témoignage. Donc moi j'ai eu l'occasion d'être invité à intervenir pendant les services du Premier ministre, mais aussi, par exemple, disons à Marseille. Bien, ça montre bien que c'est pris au sérieux. Disons, le préfet de région, donc effectivement, il demande à ses ouailles, à ses hauts fonctionnaires d'être présents, mais le préfet de région est resté là toute la matinée, hein, donc il a posé des questions et on a eu l'occasion d'échanger après. Donc vraiment, alors il y a ceux qui prennent ça au sérieux, je ne sais pas si c'est partout pareil, Luc pourra témoigner, on s'est pas mal impliqué, Luc s'implique pas mal, mais il y a vraiment, je crois que c'est une très belle initiative et peut-être que le souhait serait quand même qu'elle se poursuive, Luc, hein, tu peux nous dire, parce qu'elle est quand même peut-être, disons actuellement, on peut s'en parler sans être trop politique ici, peut-être que Luc pourrait dire que quand même elle est, disons, voilà, un peu dans le fond. Ouais, voilà, je te laisse prendre la parole là-dessus, parce que je sais que tu t'es beaucoup impliqué. Merci. Oui, cette formation donc, qui concerne a priori 25 000 cadres supérieurs de la fonction publique, elle a démarré il y a à peu près un an, hein, de façon effective. Alors, la méthode a été inventée au fur et à mesure. On est parti de zéro, donc c'est un peu chaotique au démarrage. Mais effectivement, le retour qu'on a, c'est que finalement, ça se passe pas mal. Le taux de satisfaction classique, alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même aux alentours de 75%. Et en tout cas, quand on donne des conférences, j'en ai donné quelques-unes, je confirme, et il y a des parties même des conférences où on sent qu'on déclenche un choc. Et ce que ça va donner, c'est que chez ces gens-là qui ont un pouvoir, qui prennent des décisions tous les jours, ils mettent en œuvre des politiques, ils vont y penser. Premier résultat. Et ils vont y penser en cassant des hiérarchies qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire finalement, beaucoup d'entre eux se disent en sortant de ces formations, bah oui, c'est aussi important que des dimensions économiques ou sociales. C'est pas la cerise sur le gâteau. Il ne s'agit pas d'intégrer la question environnementale dans les politiques, il s'agit de faire de la question environnementale un axe structurant de toutes les politiques. Et donc ça, je pense que ça va avancer de ce point de vue-là. Mais il faut dire une chose, c'est que ça a été possible parce qu'à un moment donné, il y a eu 2 ministres qui se sont entendus, la recherche et puis la fonction publique, doublés d'ailleurs de chaque côté d'un conseiller technique dans les cabinets qui étaient vraiment engagés. S'il n'y avait pas eu ces 2-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc ça a été une décision politique, puisque ça a été rendu obligatoire. Elisabeth Borne, avant de partir, elle a rendu ça obligatoire. Alors l'obligation est plus ou moins suivie, mais il y a quand même eu un côté un peu contraignant dans cette affaire. Ce qui fait qu'effectivement, d'ici le mois de juin, on aura touché, je pense, les 3/4 de la cible, à peu près complètement, puisque des hauts fonctionnaires ont quand même réussi à planquer de l'argent pour faire que ça puisse continuer jusqu'au mois de juin. La question maintenant, c'est que le plan prévoyait un passage sur les 2,5 millions d'agents publics, des catégories A+ aux catégories C. Et là, tout est en stand-by, puisqu'évidemment, depuis le mois de juin, on n'a plus d'interlocuteurs, etc. Donc, le groupe d'appui qui a été mis en place, on attend.
Ils répondent pas à nos courriers. Enfin, donc pour l'instant, on est en sommeil, mais on est toujours là. Et dès qu'on va pouvoir, on va leur ressauter dessus pour que ça redémarre. Et c'est une décision vraiment politique, hein, puisqu'il y a l'obligation. Et juste, puisqu'on souvent fait des constats négatifs, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un État centralisé comme la France, c'est une première mondiale. Y compris d'ailleurs la décision qu'a prise Sylvie Retailleau pour l'obligation d'un socle commun à partir de 2025 pour tous les étudiants. Donc là, pour le coup, on est plutôt en avance et on est en train de faire, alors avec plein d'imperfections évidemment, mais c'est en train de se faire. Merci Luc. Bon, merci Solène.